Voilà, bonjour à tous, merci d'être là. Nous allons parler finance, comme d'habitude. La finance, c'est passionnant et aujourd'hui, ça l'est toujours, plus que jamais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la finance aujourd'hui? Je vais vous parler de miracles, parce que même dans la finance, il y a des miracles. Et on va commencer par le premier miracle. Le premier miracle, c'est depuis 10 ans, on attendait l'inflation, elle n'est jamais venue. Malgré les trillions qui ont été déversés sur le marché, il n'y a pas eu d'inflation contre toute attente. Même M. Coleman nous disait il y a une dizaine d'années qu'il allait y avoir de l'inflation. Ça n'a pas été le cas. Ça a été le premier miracle. Le deuxième miracle, c'est que maintenant, l'inflation est là. On a poussé sur la pédale d'accélérateur. Ça a créé l'inflation. L'inflation est là. Et le deuxième miracle, les taux d'intérêt ne montent pas, malgré que l'inflation monte, ou quasi pas. Les taux ne sont pratiquement pas montés, donc les taux réels négatifs ont explosé. Ça, c'est le deuxième miracle. Le troisième miracle, c'est que suite à la hausse de l'inflation qui enfin est arrivée, les banques centrales, le Canada, l'Angleterre, les États-Unis ont décidé d'arrêter le quantitative easing ou de le diminuer. Et bien, le troisième miracle, c'est que les marchés ont applaudi, sont maintenant au sommet et vont de sommet en sommet, malgré qu'on annonce qu'on va diminuer le quantitative easing. Et le quatrième miracle, parce qu'il y en a quatre, c'est que nous avons des dettes énormes, tout le monde le sait. Eh bien, ces dettes ne seront jamais remboursées, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'elles vont diminuer toutes seules sans faire d'efforts, grâce à l'inflation et grâce au taux réel négatif. Voilà les quatre miracles. Et donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir M. Coleman, qui nous fait le plaisir pour la deuxième fois de venir animer le débat chez nous. Monsieur Coleman va certainement nous éclairer sur ces points-là. Il faut savoir, Monsieur Coleman, qui est responsable du private banking chez Degroof. Nous avons beaucoup de liens avec Degroof depuis de longues années. Moi-même, j'y ai travaillé pendant 15 ans dans la salle des marchés. Mais pour la petite anecdote, ça, on le sait moins. Il faut savoir que Rinvest a été créé en 92 par Degroof, qui était pas Degroof Petercam à l'époque, qui était Degroof, qui détenait 70% et qui est sorti de Rinvest en 2004 et nous avons racheté en 2009. Et aujourd'hui, eh bien, la moitié de nos avoirs, c'est-à-dire 300 millions, sont déposés chez Degroof Petercam. Donc, vous voyez qu'on on a toujours été en lien étroit avec la banque Degroof. Et c'est donc un plaisir pour moi de recevoir M. Coleman, à qui je passe la parole. Merci. La croissance, la croissance d'après-guerre, qui a permis d'absorber aussi la décolonisation dans nos économies, mais qui ne pouvait pas fonctionner à long terme parce que, et c'est le fameux paradoxe de Triffin, qui est un économiste qui était à la fois belge et américain, parce que la devise la plus dominante, qui devait donner de la liquidité au reste du monde, devenait excédentaire par rapport à la quantité d'or qu'elle devait détenir. Et donc, comme on attendait du dollar que le dollar soit la devise qui donne la liquidité au monde, la devise de réserve, les Américains, à un moment, n'ont plus assez d'or pour garantir la conversion de dollars en or. Il y a eu quelques dévaluations, réévaluations, et finalement, en 1971, donc il y a 50 ans, d'abord les Pays-Bas et l'Allemagne, mais surtout les États-Unis, ont décidé de mettre fin à la convertibilité du dollar en or. Et donc le système a commencé à se déliter en 2-3 étapes jusqu'à son abandon complet en 76. Et donc à partir de cette époque, les monnaies ont été garanties par elles-mêmes, c'est-à-dire non plus de référents, comme de l'or, de l'argent, que sais-je. C'est ce qu'on appelle le money fiat, en parallèle avec le biblique lux fiat, hein, ainsi la lumière fut. Et les années 70, et ça il faut bien le comprendre, ont été caractérisées par un chaos monétaire terrifiant, parce qu'il a fallu passer en moins de 10 ans d'un système de monnaie garantie par l'or jusqu'à un système en 79-80 où les devises ont été garanties par la confiance dans les banques centrales. Donc c'est un changement de paradigme extrêmement important. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi il y a eu de l'inflation. Il y a eu de l'inflation parce que d'abord les devises, les unes par rapport aux autres, ont commencé à se dévaluer pour gagner un avantage concurrentiel en permanence, ce qu'on appelle des dévaluations compétitives, mais parce que la confiance dans la monnaie a baissé, puisque la monnaie n'avait pas cette garantie suprême qui était la garantie aurifère.
Et donc, il y a eu de l'inflation, des dévaluations, la dévaluation entraînant l'inflation, l'inflation entraînant la dévaluation, les taux d'intérêt sont devenus chaotiques. En même temps, s'est greffé sur ça puis deux chocs pétroliers, 74, 73, 74, 78, 79, qui ont été des augmentations importantes du prix du pétrole suite à différents phénomènes, mais y compris parce que le dollar avait chuté en valeur, le dollar a quasiment perdu 40% de sa valeur par rapport au franc belge, par exemple, dans les années 70. Ce prix du pétrole qui a augmenté a entraîné une contraction économique importante, récession, chômage, et donc l'Europe a renoué avec ce qu'on avait oublié depuis les années 70, c'est-à-dire le chômage structurel de masse. On aborde les années 80 avec une prise de conscience qu'il faut absolument stabiliser le système. C'est la Federal Reserve qui dit on casse l'inflation, parce qu'on doit absolument redonner vie et confiance en la monnaie. C'est Volcker, qui est élu président de la Federal Reserve en 79, qui monte les taux jusqu'à 20% pour casser cette inflation. 20%, c'est beaucoup par rapport à maintenant, mais il y avait de l'inflation supérieure à 10%. En Europe, entre 74 et 79, on a eu ce qu'on a appelé le serpent monétaire. Et en mars 79, si ma mémoire est bonne, on a lancé le système monétaire européen, qui en fait a prévalu jusque 20 ans plus tard, quand on est rentré dans l'euro fin 99. Et donc, les banques centrales ont commencé à se battre contre l'inflation, à restabiliser la monnaie, à redonner confiance dans cette monnaie qui avait perdu, comme je le disais, son référent. Et donc, quand on parle des années 70, on parle de l'inflation, ce n'est pas la même nature que ce qu'on a maintenant, pas du tout. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que le capitalisme est fonctionnellement déflationniste, puisque le progrès humain fait que ça coûte moins cher de produire un bien équivalent, ça peut coûter plus cher s'il y a plus d'ornements, on va dire, comme une voiture qui a maintenant toujours les vitres électriques. On ne pourrait pas imaginer, comme à 40 ans, d'acheter une voiture qui n'a pas les vitres électriques, mais fonctionnellement, organiquement, le capitalisme est déflationniste. Donc là, ça a été une singularité monétaire. On a eu aussi dans les années 70 la stagflation. Alors maintenant, tout le monde parle de stagflation, comme si, pour faire un peu son intéressant. La stagflation, c'était quoi? C'était stagnation économique, due à l'augmentation des coûts de production, et c'était inflation de nature monétaire et entraînée par ces dévaluations successives, par ce désordre, par ce chaos. Alors, on est finalement maintenant un peu en stagflation. Il n'y a pas beaucoup de croissance économique, encore qu'elle soit positive, il y a un peu d'inflation, mais on est loin des schémas qu'on peut imaginer, qu'on a pu imaginer il y a une cinquantaine d'années. Donc, comparaison n'est pas raison ici. Donc les années 80 commencent avec un ordre monétaire plus ou moins stabilisé, le dollar rapporte un peu trop, ça se rabaisse, il y a les accords du Louvre, les accords de la Piazza. Et en Europe, on a en 92, en février 92, la signature des accords de Maastricht, du traité de Maastricht, avec ce projet un peu fou finalement, quand on y réfléchit, de créer une devise sans gouvernement, sans ministre des Finances, sans mise en commun des finances publiques, avec une gouvernance très étrange, qui conduit à définir la monnaie non pas comme un outil de stimulation économique, c'est le cas aux États-Unis, mais comme un référent qui doit surveiller sa propre dépréciation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une inflation de 2%. C'est une monnaie qui est définie un peu comme Tex Avery, là, quand vous avez le petit oiseau là, qui marche au-dessus du canyon sans se rendre compte qu'il va tomber, qui est définie en fait par elle-même, et dont le seul but, c'est d'éviter qu'elle soit soumise à de l'inflation. Donc en fait, originellement, l'idée, c'était d'avoir une monnaie allemande, telle qu'on aurait monté les taux s'il y avait un peu trop d'inflation, et on les baisse s'il n'y a pas assez d'inflation. Ça a bien marché au début, parce qu'au début, ça marche toujours bien. Et puis à un moment, quand il y a des divergences, des chocs exogènes, des chocs étrangers qui frappent un, deux, plusieurs pays, ça a été le cas en 2008, la crise des subprimes, et puis la crise des dettes souveraines au sud de l'Europe avec la Grèce, là, il commence à y avoir des différenciations, des célérités, des vitesses, des accélérations, décélérations différentes par pays. Et c'était un choc de résistance pour l'euro, qui a été surmonté par la conviction qu'il fallait faire de l'euro une monnaie forte, absolument forte à tout prix. C'est donc la raison pour laquelle l'euro n'a pas suivi la même voie que le dollar. Les Américains, très rapidement, ayant tiré les leçons de la crise de 29, la grande crise boursière, ont commencé à imprimer de la monnaie, donc à alimenter l'économie avec de la liquidité. Ça n'a pas été le cas en Europe. C'était un peu le cas en 2008-2011, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Pourquoi? Parce qu'à chaque continent, son traumatisme. Les Américains ont été traumatisés par la crise de 29. Ma grand-mère était américaine et c'est vraiment un phénomène qui a marqué profondément les États-Unis. Il y a cette espèce de
rappel des grandes migrations, des pénuries agricoles et alimentaires. En Allemagne, c'est la crise de 23, l'hyperinflation qui a marqué les esprits, sachant que les Allemands ont vécu beaucoup de régimes politiques, l'Empire, la période de Weimar, la période nazie, la reconstruction d'après-guerre, mais plusieurs Deutschmark aussi. Hein. Il y a eu le Papiermark, le Rentemark, le Deutschemark pour arriver à l'euro. Donc, ils ont changé 5 fois de devise en un siècle. Et pour eux, le maintien de la devise comme étant la référence absolue, l'étalon de la souveraineté, c'est le Deutschmark. En Allemagne, d'ailleurs, ça relève presque de la mythologie. Hein. La monnaie s'assimile au divin, on n'y touche pas. En France, par contre, j'ai été cité dans le soir, d'ailleurs, ce samedi, par une journaliste qui a retrouvé ça dans un de mes livres, la monnaie est utilisée pour apaiser les tensions sociales. Donc on dévalue en France, tandis qu'on révalue en Allemagne. Et donc voilà, on a fait cet exercice qui a conduit en 2011 à des chocs extrêmement importants. Certains parlaient d'ailleurs du fait que peut-être la Grèce devrait quitter la zone euro, mais ça aurait créé une contamination bancaire d'une telle envergure que le système bancaire, après les subprimes, se serait complètement effondré. Donc on a gardé cette monnaie. Mais avec la conviction que la Banque centrale était la gardienne du temple et devait absolument avoir comme fonction de pérenniser la monnaie dans cette absence d'inflation. Quand on prend l'euro, d'ailleurs, il y a un truc très intéressant à remarquer, c'est que ce n'est pas une monnaie qui était intuitive, ce n'est pas une monnaie qui est venue du fond des âges. C'est une monnaie qu'on a déposée sur des pays par au-dessus, donc il n'avait pas une spontanéité naturelle. Et d'ailleurs, mais on s'est dit à l'époque, mais si les Américains ils sont arrivés, pourquoi pas nous? Sauf qu'aux États-Unis, d'abord, le dollar a mis quasiment un siècle et demi avant de se créer. Il y a eu beaucoup de dollars différents jusqu'en 1913, quand le Federal Reserve a été créé. Et pour ceux qui vont aux États-Unis, il faut aller dans les musées du dollar. On a plusieurs aux États-Unis qui sont gratuits, avec toutes les sortes de dollars qui coexistaient, des dollars privés d'ailleurs, en partie. Mais aux États-Unis, les facteurs de production sont mobiles. C'est quoi les facteurs de production? C'est le travail, c'est le capital. Et donc, en fait, comme ces facteurs de production bougent en permanence, il y a une mobilité parfaite dans l'économie qui fait que la monnaie peut se superposer sur cette mobilité. Tandis qu'en Europe, c'est différent. Les facteurs de production sont immobiles. Oui, le capital est mobile, mais pas le travail. Et donc, c'est un choix néolibéral qu'on a fait en 92 quand on a créé l'euro. On est parti de l'idée qu'en imposant la monnaie, les humains allaient devenir mobiles. Parce que c'est vrai qu'on peut aller s'installer et travailler en Allemagne, au Portugal, que sais-je, sauf que la typologie européenne, avec les différences de langue, de religion, de culture, fait que ce n'est pas possible. Et donc on a cru pouvoir, un peu naïvement, discipliner dans une vision néolibérale une économie qui serait devenue mobile en dessous de la monnaie comme aux États-Unis. Mais en Europe, je dis d'abord, ce n'est pas le cas. Et puis d'autre part, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en Europe, les pays ont été fondés sur la notion d'État-providence, c'est-à-dire d'État social, qui correspond, qui épouse, qui est né de ou crée, je ne sais pas, l'immobilité du travail. En fait, l'État-providence, l'État social, ça consiste à dire qu'on reçoit de l'argent au début de sa vie, quand on est étudiant, enfant, on contribue quand on est adulte et travailleur, on reçoit quand on est pensionné. Et donc ça suppose que les personnes restent dans le même état. Et donc, presque de manière organique, il n'était pas possible que l'euro se passe bien dans des états sociaux extrêmement atomisés et en même temps encapsulés. On l'a néanmoins fait, mais donc ça a conduit au problème qu'on a connu en 2011-2013. C'était surmonté. Et donc on a aujourd'hui un euro qui est beaucoup plus complet qu'il ne l'était à l'époque. Et puis sont arrivés les chocs suivants, et dont la crise du Covid, mais qui avait été anticipée dans certains pays par un tassement économique important et une augmentation de l'endettement public. Et donc, la question qui nous occupe finalement, c'est moins la monnaie que l'endettement public. L'endettement public a augmenté fortement. 2008, 2011, maintenant Covid, il a parfois doublé dans certains pays, comme en France. Et toute la question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'on en fait de cet endettement public? De manière générale, et dans la philosophie de l'euro, il était prévu que la dette publique soit financée par de l'épargne précédemment existante, de l'épargne déjà existante dans les banques, les compagnies d'assurance. Mais l'augmentation de dette publique était telle que si l'épargne existante avait dû être absorbée pour le financement de la dette publique, pas par nous directement, il ne s'agissait pas d'acheter du bon d'État, mais par les banques et par les assurances, toute la masse de l'épargne aurait été capturée par ces États, et donc on aurait assisté à ce qu'on appelle un phénomène de crowding out,
un effet d'éviction qu'on a connu en Belgique en 81, qui conduit à ce que quand les besoins de financement de l'État sont trop importants, il n'y a plus assez de spontanéité dans le crédit pour donner du crédit à l'économie privée. Et donc, il fallait éviter cet effet d'éviction, qui est très connu en économie. Et donc, la Banque centrale est intervenue en achetant des obligations d'État. Alors, la Banque centrale ne peut pas directement acheter des obligations d'État, elle ne peut pas se financer, les États ne peuvent pas, de manière primaire, donner leur dette aux banques centrales. Enfin, tout ça est une question de bilan, hein, ça passe dans un bilan puis dans un autre. Et donc, aujourd'hui, à peu près 40% de dettes publiques qui sont un peu moins, qui sont détenues par la Banque centrale européenne. Avec des pays où c'est beaucoup plus, comme au Japon, 50%, ou des pays, c'est encore beaucoup plus. En Suisse, la BNS a un bilan qui est égal à 2 fois le PIB, mais là, c'est pour d'autres raisons. Et donc, cette dette, elle est là, elle se roule en permanence dans le bilan de la BCE. Est-ce qu'elle va un jour en sortir? Non. Elle va rester là, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle en sorte. Parce que toute la monnaie qui est créée aujourd'hui, c'est de la monnaie qui est dans l'économie, qui roule dans l'économie. Et quand ces dettes arriveront à échéance, court terme, long terme, eh bien, la Banque centrale va simplement demander aux États de réémettre de la dette pour financer le remboursement de la précédente. Et donc, la dette qui est dans le bilan de la Banque centrale est en fait de facto neutralisée, elle est annihilée. Il n'y a que les intérêts qui doivent être payés, mais ils sont négatifs. Et si tant est qu'un jour il y a des intérêts positifs, ils seront reversés aux États sous forme de dividendes de la BCE. Donc, on a une configuration monétaire qui est très singulière. J'avoue qu'il aurait été impensable il y a 10 à 15 ans, si on m'avait dit il y a 15 ans, si on avait dit au moment de la fondation de l'euro que 40% des dettes publiques allaient être financées par la Banque centrale, je crois que les Allemands se seraient encourus d'ici jusqu'à Berlin plus vite que l'euro. Et donc, voilà, mais ils sont résignés parce qu'ils se sont rendus compte que leur responsabilité devant l'histoire en termes monétaires et les interactions entre économies étaient telles que ce n'était pas possible que de faire autre chose que d'aller de l'avant. Alors, ces dettes publiques vont continuer à augmenter. Et celui qui dit le contraire se trompe. Parce que la crise qu'on vit maintenant s'accompagne d'un choc économique très important et confluente au vieillissement de la population. On sait que le vieillissement de la population n'est financé que par le travail, ou en grande partie par le travail, mais donc posera un problème. Et donc, sauf à avoir des chocs sociaux extrêmement importants, la dette publique va augmenter fortement. Alors, ou bien on est dans une configuration où les banques centrales continuent à le faire, continuent à financer la dette d'État, ou bien pas. Alors, si ce n'est pas, ça veut dire qu'à un moment, les États vont devoir de nouveau interpeller les marchés, mais bien sûr un taux d'intérêt bien plus élevé que ce que les États payent maintenant à la Banque centrale, demander, ce que je crois qu'il va arriver à leurs banques domestiques, de financer plus la dette. Donc les banquiers belges vont être appelés aux 12 rues de la Loi. Moi, je connais le bureau où j'ai travaillé. On va leur dire, voilà, on a 50 milliards, toi tu prends 10, 10, 10, machin, et puis les petits banques en prennent un peu, et alors tout le monde est content. Soit un jour, si vraiment ça allait très très mal, je n'envisage pas, mais enfin, tout doit être pensé, on pourrait demander peut-être aux particuliers de financer directement l'État. C'est envisageable. Ce n'est pas l'opération GUT de 44, mais enfin, ça pourrait être une conviction forte partagée avec certaines personnes que s'ils ont 500 000 euros sur un compte d'épargne, peut-être que 100 000 euros en obligation d'État, c'est bien aussi. Et donc là, la propriété privée serait sans doute mise en cause. Alors l'inflation, c'est très difficile d'avoir un avis en matière d'inflation. Tout le monde parle d'inflation, mais moi je suis assez sceptique. Tout le monde dit, oui, c'est les impressions monétaires qui ont créé l'inflation. Je pense que c'est pas tout à fait. C'est en partie vrai. C'est certainement en partie lié au fait que les États se sont mis en déficit budgétaire pour aider l'économie dans le cas du Covid. Aux États-Unis, l'argent a été déversé par tonnes à la population, même aux Américains qui vivent en Belgique depuis 30 ans, avec bien sûr un effet d'importation très important, puisque si un Américain ou un Belge reçoit un pouvoir d'achat, c'est en partie du contenu importé qu'il va acheter. Et donc c'est certainement lié en partie à ça. On sait les problèmes de supply chain, de circuit de distribution qui jouent aussi un rôle. Je ne suis pas sûr qu'on va avoir une inflation qui va être durable, c'est-à-dire qu'on va avoir chaque année 5%. Parce qu'on peut avoir un choc d'inflation, 5% l'année prochaine, un peu plus, un peu moins, ça dépend des produits, des biens, parfois des problèmes de raréfaction. Hein. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va avoir 5% en 2022, 5% en 2023, 5% en 2020. Parce qu'il y a un effet de base. Donc il est possible qu'on ait un choc, un peu comme une falaise, et qu'après ce soit une colline. Donc rien ne dit qu'on va rentrer dans la stagflation des années 70.
Et si on rentre dans une stagflation, je pense que la Banque centrale devra à un certain moment augmenter les taux d'intérêt, quitte à ralentir le rythme de l'économie pour éviter les choses. Parce que les Allemands n'accepteront pas d'avoir une inflation euh, importante sans avoir une épargne qui peut être rémunérée contre cette inflation. Il y avait dans la presse ce week-end un des tabloïds allemands qui montrait Christine Lagarde en disant elle porte du Chanel, mais elle appauvrit nos rentiers, nos chômeurs et notre classe moyenne. Donc, au moment politiquement, ça ne va pas passer. Donc, l'inflation est due aussi à des phénomènes de raréfaction. Par exemple, le réchauffement climatique fait que la production de certaines matières premières a baissé. Hein. C'est le blé, c'est le colza, c'est bien sûr le maïs. Mais voilà, moi, je n'ai pas cette intuition d'une inflation gigantesque qui va arriver. Et d'autant plus que les États, d'autant plus que les États sont un peu coincés, parce que s'il y a de l'inflation, et si la Banque centrale devait vraiment augmenter les taux pour tuer cette inflation, elle tuerait les États qui doivent continuer à se refinancer. Et comme les États ont pris, entre guillemets, le contrôle politique de la Banque centrale, pourquoi en aurait-il été autrement d'ailleurs, hein? C'est jamais qu'un accord public déduit par le gouvernement. Les États ne le toléreront pas, et donc la Banque centrale, on a de cesse de dire il n'y a pas vraiment d'inflation, c'est temporaire, pour ne pas devoir augmenter ses taux. Parce que le pire scénario, c'est d'avoir un moment une poussée inflationniste et l'obligation pour la Banque centrale de devoir trop augmenter les taux. Donc, moi, je crois que cette inflation ne va pas être hors de contrôle, loin s'en faut. Ce que je pense qu'on va vivre, c'est des questionnements sur le fonctionnement des États. Parce qu'à un moment, si l'endettement public est le reflet de déséquilibre intrinsèque à l'économie, avec des populations qui s'attendent à recevoir des biens publics, des allocations de type divers, des pensions et autres, qui ne sont pas financées, ça va créer à un moment un grincement dans les strates sociales quant à la question de savoir qui va contribuer pour qui. Donc il y aura sans doute, il devrait y avoir eu depuis longtemps, mais en Belgique on n'aime pas ça, des grandes réformes fiscales et sociales, peut-être dans une logique plus égalitariste, je pense, quoi qu'on en pense. Mais voilà, ça c'est un peu la situation maintenant. Donc c'est l'endettement public qui pose un problème, pas immédiat parce que la Banque centrale est là pour intervenir. La confiance dans la monnaie n'est pas mise en cause. Les taux d'intérêt seront de manière très tempérée modifiés pour agrémenter cet endettement public qui est cet excès d'inflation, mais sans créer de disruption. Et moi, ce que je vois, quand même, c'est que ces banques centrales agissent avec beaucoup de doigté, on appelle ça la forward guidance, donc c'est des messages qu'on donne en avant pour éviter qu'il y ait des chocs trop abrupts. Les banques centrales font ça de manière synchronisée, se parlent, et donc c'est plutôt rassurant, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas... on n'est pas comme dans les années 70, et là de nouveau c'est un point complet de différenciation, on n'est pas dans une concurrence à la dévaluation, dans une concurrence à l'inflation, pas du tout. Le monde étant globalisé, ce qui était moins le cas dans les années 70, il faut que les politiques monétaires soient plus ou moins convergentes. C'est pas pour ça qu'un pays va peut-être arrêter de financer l'État ou un autre un peu plus, va monter un peu les taux d'intérêt ou les baisser, mais il n'y aura pas de choc, je veux dire, unilatéral, me semble-t-il, sauf à faire une sorte de coup d'État monétaire, ce qui peut un jour arriver, mais ça me semble peu probable. Et je pense que chaque pays veut garder sa prédominance institutionnelle. N'oublions quand même pas que l'euro est la seconde devise utilisée dans le monde, après le dollar, et que donc on ne peut pas non plus avoir des pays, des régions qui jouent cavalier seul, parce que ça crée des effets de bord avec les autres devises. Donc voilà, moi je ne suis pas trop inquiet par rapport à ça. Ce qui m'inquiète, mais ça n'a rien à voir avec le cas de l'exposé, c'est plutôt les troubles sociaux qu'on risque d'avoir. Je sais qu'on dit tout le temps ça et que je le dis tout le temps depuis 10 ans, mais cette déflation des taux d'intérêt, cette baisse des taux d'intérêt, a créé une augmentation de la valeur des patrimoines, qui n'est peut-être que fictive, on ne sait pas, hein, on ne sait pas demain de quoi sera fait, mais qui fait quand même que les inégalités patrimoniales se sont gravement accentuées depuis maintenant 25-30 ans, et qu'au niveau salarial, les salaires réels n'augmentant pas beaucoup, étant indexés mais de manière insuffisante, le pouvoir d'achat des travailleurs de la classe moyenne va baisser. Et donc ça risque à un moment de créer des problèmes. C'est peut-être pas en Belgique que ça va arriver, parce qu'en Belgique est un pays plutôt calme et apaisé, on n'est pas un pays de révolution. Mais dans certains autres pays, il peut y avoir des tentations populistes, hein, peut-être plus violentes. On l'a vu avec les Gilets jaunes il y a quelques années.
Je pense que les gouvernements seront bien plus attentifs qu'avant à maîtriser le calme de la population. Mais voilà, s'il y a une zone, un foyer d'inquiétude que j'ai ou de préoccupation, c'est plutôt dans le domaine social que dans le domaine monétaire. Et voilà, ça c'est un peu en gros. Mais je ne sais pas, il y a peut-être des questions, je ne sais pas comment on fait. Oui, je pense. Ben voilà. Alors, s'il y a des questions, il faut les poser. Je vais prendre mon café pour ça. Ouais. Merci. Moi, ce que j'ai retenu dans ce que vous avez dit, c'est qu'il ne faut pas se comparer aux années 70. La situation est complètement différente. Les dettes vont continuer d'augmenter. Je crois, oui. Mais votre message est quand même plutôt positif parce que les dettes vont continuer d'augmenter, mais l'inflation ne va pas continuer à augmenter. Normalement, elle sera temporaire. Je dis normalement, j'en sais rien. Hein. C'est une intuition que j'ai. C'est l'élément le plus. Je vais me tromper. Et c'est de là que amènent les questions par rapport à cette inflation, puisque c'est tellement difficile de la prévoir. Je me rappelle les graphiques de vélocité, oui. Quelque chose d'hallucinant. En fait, pourquoi il n'y a pas d'inflation? C'est parce que la monnaie, malgré les tonnes de monnaie qui ont été déversées, si vous regardez le graphe de la vélocité, elle s'est effondrée. La monnaie ne circule plus. Moi, je me suis posé la question, mais est-ce qu'un jour, il y a un risque que cette vélocité augmente? Parce que quand on voit qu'elle est tellement basse, si elle augmente un temps, soit un tout petit peu avec la masse monétaire qu'il y a, ça pourrait... Je réponds à ça. Je réponds à cette question, ce qui est important. Là, en fait, c'est un phénomène qui est... En fait, la donnée de base de l'économie, qui est la quantité de monnaie, est inconnue. Parce qu'il y a deux sortes de monnaie. Il y a ce qu'on appelle la monnaie de base, la monnaie banque centrale. C'est la monnaie, c'est le nombre de pièces et de billets qui sont émis par une banque centrale. Ça, on peut les compter un par un. Mais ce n'est qu'une fraction de la monnaie. La monnaie, c'est un flux. C'est-à-dire que quand on rentre à 1 euro, 1 dollar dans le système bancaire, pourtant qu'on ne soit pas une économie de Robinson Crusoe complètement fermée avec une seule banque, et qu'il y a plusieurs banques, 1 euro fait plusieurs euros selon l'adage, loans make deposits. Et donc, on peut avoir jusqu'à 15 euros créés par 1 euro. Bien sûr, si on reconsolidait toutes les banques en une, on retrouverait à l'actif consolidé l'euro qu'on a déposé, et l'euro qu'on a déposé, et l'euro dans un coffre. Mais voilà. Et donc, effectivement, le stock de monnaie a augmenté, mais la vélocité a baissé. Donc, le flux, la rapidité du flux monétaire a baissé. Et moi, je me suis toujours demandé, mais je n'en sais rien, honnêtement, s'il n'y a pas une sorte de plus ou moins constante. C'est-à-dire que quand l'un augmente, l'autre baisse, il y a un effet de tempérance qui se fait l'un par rapport à l'autre. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que la quantité de monnaie fait que la monnaie créée devient plus stagnante. Elle est moins animée par un flux d'emprunts et de prêts, donc le flux se tarit. Et donc voilà, est-ce qu'il y a un risque qu'à un moment la vélocité augmente? Si la vélocité augmente et ça crée de l'inflation, on va reposer la question d'augmentation des taux d'intérêt pour calmer l'économie. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est en période de vieillissement de la population. Et que, ça c'est très important, une population qui vieillit montre une prudence financière forte. On le constate au Japon, on voit qu'avec l'âge, la propension à épargner augmente. Alors on pourrait se dire finalement, quand on est vieux, profitons achetons du caviar et du champagne tous les jours. Non, en fait, les personnes âgées sont plutôt prudentes. Elles économisent, donc cette épargne de précaution augmente avec l'âge. Les gens ont peur, à un moment, de ne plus être aidés par l'État, ont peur que leurs pensions disparaissent. Et donc, peut-être que ce vieillissement de la population est le facteur qui explique, entre autres, peut-être, j'en sais rien, pourquoi la vélocité de la monnaie a baissé. Et pourquoi l'épargne de précaution augmente tellement. Intuitivement, mais de nouveau, j'ai été faire des conférences à Tokyo il y a 2-3 ans, et là, on voit clairement que l'augmentation, la propension à épargner augmente et c'est la consommer baisse avec l'âge. Je ne crois pas que c'est une tendance qu'on puisse vraiment affirmer de manière académique, mais il doit y avoir intuitivement quelque chose là-dedans. Voilà. Sur l'inflation aussi, il y a quelques années, on craignait d'aller en déflation. Et donc on disait il faut un peu d'inflation dans l'inflation. Et puis très vite, en fait, le discours change. Et très vite, on dit qu'il y en a tout de suite trop, en fait. Il y a un peu un niveau idéal entre 0 et 2, c'est ça? Bon, je trouve que dès le début, on aurait dû accepter l'inflation de 4%, on aurait dû créer la monnaie beaucoup plus rapidement, dès 2008. Mais la Banque centrale, elle est un peu coincée. Hein. C'est une question de crédibilité. Si tout d'un coup, la Banque centrale dit le seuil d'inflation n'est plus 2, mais 4, on a dit avec ce que vous avez fait là pendant 15 ans, 20 ans, vous avez tout mis par terre à cause de ça. Donc la Banque centrale, quand on est en déflation, dit qu'il n'y a pas de déflation, et quand on est en inflation, elle dit qu'il n'y a pas d'inflation. Bon, c'est aussi simple, pour garder sa marge de manœuvre et cette espèce d'équilibre. Et peut-être qu'ils ont raison, hein, ces gens de la Banque centrale, parce qu'ils savent bien qu'ils manipulent des informations dont la valeur est infinie pour le reste de l'économie. Donc ça peut se comprendre.
Et je voulais peut-être revenir un instant sur les critères de Maastricht. Oui. On n'en parle plus du tout. Oui. Avec le Covid, évidemment, là, on les a complètement explosés, Oui. le déficit public. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui va revenir ou c'est un sujet qui est enterré pour de bon? Non, enterré pour de bon. Non, Enterré pour de bon. Oui, bah oui, ça c'est fini tout ça. Mais de nouveau, on ne va pas le faire de manière explicite, parce que sinon ça disqualifie tout ce qu'on a fait subir aux Grecs, par exemple, pendant quelques années. Non, donc, le critère de Maastricht sur le déficit budgétaire de 3% provient de l'idée, c'est Jean-Pierre Chevènement qui m'a joué expliquer ça. Je rentre en avion de Singapour, je pense, je sais plus longtemps. Il était à côté de moi. Donc, un type intéressant. Et en fait, 3%, ça, on le sait, c'est le montant normal des investissements publics qu'il faut faire pour maintenir une économie à flot. Un peu comme un bâtiment qui a 30 ans de vie, tous les ans, il faut penser dans une maison, il faut dépenser à peu près 3%, des petits trucs qu'il faut changer. Pas au début du bâtiment, mais après il y a des fissures. Et à l'époque, il y avait un taux de croissance de l'économie nominale de 5%. 3% sur 5%, ça fait 60%. Donc en rythme de croisière, avoir un endettement public de 60% du PIB, ça tient à la route par rapport à un niveau plus ou moins constant pourcentage des investissements publics. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens, évidemment. Tout ça n'a plus aucun sens. On devrait avoir 10% d'investissement public et on a une croissance de 1%. Donc on devrait avoir 100. Mais tout ça n'a... Non, 1000, pardon. Donc ça n'a plus de sens. Mais on doit garder la doxa pour garder une cohérence apparente, même si dans les faits, ça n'a plus de pertinence. Voilà. Alors, pour rester sur l'inflation, s'il y a des questions, j'aurais une question. je vais juste encore oui, et puis on va y passer. Oui. Revenir sur l'inflation, un dernier point qui est un point très important, Oui. qui ferme le seuil de l'inflation, sont les salaires. Ah oui. C'est deux points aussi. Ça, c'est un gros problème, bien sûr. On n'a pas compris pendant des années, on était étonné de ne jamais voir ces salaires rebondir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il commence à y avoir des signes et qu'on a une probabilité plus importante de pression sur les salaires qu'avant? Il y a deux pressions sur les salaires. Il y a la pression inflationniste. Ça, c'est pas une augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs. Ça, c'est juste une adaptation à l'inflation. C'est pour ça qu'on a l'index en Belgique pour éviter les grands débats sociaux. Ça se fait par automaticité. Mais ce qui augmente, notamment au gaz et l'électricité, n'est pas bien représenté dans l'index. Et donc les salaires ne vont pas être adaptés autant qu'ils devraient l'être avec le choc qu'on voit maintenant arriver. Et puis il y a l'augmentation réelle des salaires. Et là, c'est un grand débat, parce que finalement, on parle du partage des gains de productivité. Et c'est une notion très importante en économie, les gains de productivité, c'est-à-dire produire plus avec la même quantité d'input, ou produire moins cher pour le même output, enfin voilà. Et donc, depuis maintenant 30 ans, 25 ans, 30 ans, les salaires réels, en tout cas aux États-Unis, mieux chez nous, n'ont pas vraiment augmenté. Et on peut comprendre le pourquoi des choses, parce que les gains de productivité des 30 dernières années, ces gains de productivité proviennent essentiellement du capital, des machines qui ont été mises à disposition, des PC, des smartphones, des ordinateurs, des machines, des exosquelettes qu'on a dans l'usine, pour les types qui doivent travailler, parce qu'on n'a pas un plus gros cerveau et on n'est pas plus fort qu'il y a 30 ou 40 ans. Au contraire, on est moins fort. Et je ne suis même pas sûr qu'on soit plus intelligent. Donc, le capital, il dit à juste titre, c'est moi qui vais récupérer le gain de productivité, comme au 19e siècle, parce que c'est moi qui ai créé la manufacture, c'est moi qui crée l'usine. Et toi, travailleur, tu auras un montant au sens marxiste quasiment résiduel. Mais évidemment, quand on poursuit l'exercice, tout est fait par des robots, et puis il n'y a plus assez de consommateurs. Donc voilà. Donc je pense qu'il y aura un débat d'augmentation des salaires. En Allemagne, il commence à se poser maintenant. Et si on a une augmentation salariale, mais massive, ce n'est pas de quelques pourcents, on pourrait voir l'inflation s'auto-alimenter. Mais l'argument qu'utilise la Banque centrale européenne pour ne pas monter les taux, c'est qu'elle dit qu'il n'y a pas d'inflation salariale, no wage inflation. Ça peut venir. Moi, je pense que c'est aussi un des grands débats des prochaines années. C'est-à-dire que quand on voit dans le PIB que la part des revenus du capital augmente au détriment de la part des revenus du travail, Piketty l'a bien démontré, mais il ne faut pas être Piketty pour le voir, et son analyse est extrêmement interpellante, ça montre quand même qu'il y a eu une capture par le capital des gains de productivité au détriment du travail. Voilà. Quoi que ça veuille dire, quelles qu'en soient les justifications, ça c'est pas important, mais c'est quand même vrai. Donc ça c'est un grand débat.
c'est toujours des cycliques. Hein. Donc, Oui. l'élection industrielle, c'était le cas, puis il y a eu une réactualisation. C'est vrai. Bon, je pense qu'on est dans un comme vous dites, on va probablement rediscuter de ça, mais bon, c'est autre chose. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que... Moi, je ne suis pas sociologue, hein, mais, ni politologue, mais je pense que ce sera un débat. Ce sera un débat. J'ai l'impression que le débat... Mais on ne veut pas le voir, ce débat. On n'a pas envie d'en parler, parce qu'on n'a pas envie de parler de problèmes idéologiques, parce qu'on va devoir parler de fiscalité, de parafiscalité. On va devoir déboulonner des statuts. Par exemple, déboulonner le fait que la fiscalité est basée sur ce qu'on appelle la capacité contributive. La sécurité sociale est une notion assurantielle. Moi, j'ai toujours eu cette intuition qu'on devait mettre les deux ensemble. C'est-à-dire quelqu'un qui a des hauts revenus, il contribue plus, il reçoit moins, dans tous les domaines. Moi, je dis toujours, ce n'est pas normal que ma visite de médecin coûte la même chose qu'un gars qui gagne la moitié de moi. Je peux payer plus, hein, mon médecin. Donc, mais bon, il faut déboulonner les statuts, c'est compliqué. Et en Belgique, on ne sent pas de vision, de capacité de réflexion suffisamment forte pour pouvoir engager le débat. Et on voit bien les réformes fiscales. Moi, je ne sais pas très bien ce que c'est, les réformes fiscales. On parle de taxer les billets d'avion, puis on ne sait pas très bien sur quelle distance. On a un peu taxé les comptes titres, mais on n'a rien de fondamental. En fait, on est trop dans une crise de rupture sociétale pour pouvoir avoir le pas de recul pour réfléchir aux choses. Et pourtant, moi, j'avais cru, mais vraiment, donc je me suis trompé, je me trompe tout le temps, j'avais cru que la crise du Covid serait un tel point d'arrêt sur l'économie qu'on pourrait avoir ce temps de respiration pour pouvoir réfléchir aux choses. Mais bon, ça ne s'est pas passé parce qu'il fallait absolument résoudre les choses, il fallait absolument alimenter le système, enfin, en argent, etc. Donc l'urgence a primé, et en plus, on était confronté à des problèmes qui étaient d'une nature inconnue, donc ce n'était pas le bon moment. Parce que d'habitude, c'est après une guerre qu'on fait une grande réforme. 1919, grande réforme fiscale, 62, 47, sécurité sociale, fiscalité, enfin, voilà. J'ai une question sur le rôle futur des banques centrales. Et bon, je vais prendre le temps d'expliquer ma question, mais la Banque centrale joue un rôle politique et a joué un rôle politique assez important pendant la crise. Il y a quelque chose de nouveau qui est aussi un fait politique, c'est que la Banque centrale a annoncé le Digital Euro, l'euro digital, et qui est quelque chose qui ne vient pas tout seul dans un coin. On a eu juste avant ça le quantitative easing, on a eu juste avant ça des choses assez hybrides comme les Target Long-Term Financing Operations, qui est une manière de lier un taux d'intérêt à une utilisation qui est faite de l'argent, qui est en général de la politique fiscale et pas de la politique monétaire. On a la Banque centrale qui a pris elle-même la gestion de tout ce qui est infrastructure de paiement instantané, avec les virements, avec tout ce qui est TIPS. On a la Banque centrale qui fait toute une série de choses qu'elle ne faisait pas avant, qui prend de plus en plus de pouvoir et qui annonce un euro digital. Et cet euro digital ne laisse pas indifférent et vient être un peu le porte-à-faux, le contre-exemple de tout ce qui est crypto. Bien sûr. Et crypto, c'est un phénomène social, technologique, mais aussi social, une certaine forme d'anarchie, de remise en cause de voilà, toute une série de réalités. Et c'est peut-être une expression d'une colère sociale aussi. Et comment tout ça, voilà. Non, mais vous posez une bonne question. Hein. Donc on voit. En fait, finalement, on est rentré dans une économie marchande. L'économie de marché, comme on dit, tout est marché. Marché de l'emploi, marché de capitaux. Et ça conduit à une société atomisée. En fait, chaque individu, chaque situation est comme une valeur mobilière qui tourbillonne avec les cours de bourse. Et dans une économie de marché, tout se passe comme s'il n'y avait pas d'État. C'est-à-dire,
comme s'il y avait une immense salle d'enchères, auction room, où il y a des gens qui viennent acheter ou vendre des facteurs de production à la demande. Et donc, c'est une morphologie assez étonnante, qui a d'ailleurs conduit à toute la disparition des corps sociaux intermédiaires. Ce n'est pas parce que les usines se vident que les églises se remplissent, qui conduit à une désolidarisation complète des gens par rapport à une vision politique. Donc chacun devient, dans le plus extrême individualisme, un atome, un électron, enfin, je ne sais pas comment, je ne suis pas physicien. Et donc, l'aboutissement de ça, c'est que les monnaies d'État devraient être remplacées par des multiples, des millions de monnaies différentes. Puisque si tout est marché, il n'y a pas de raison de penser qu'un référentiel monétaire s'impose au marché. C'est pour ça que des Facebook et autres pensent qu'en c'est leur monnaie. Vont le faire, ne pas le faire, ce n'est pas important. En tout cas, il y a plein de monnaies qui se créent tout le temps. Mais depuis la nuit des temps, les États ont besoin de contrôler leur monnaie. Parce qu'ils ont besoin d'une monnaie dans laquelle ils lèvent l'impôt, et une monnaie dans laquelle ils s'endettent. Et donc, on va avoir une lutte entre une économie privée, marchande, tout à fait fragmentée de crypto-monnaies et autres, et d'autre part, une renationalisation de la monnaie. Une reconcentration, vous l'avez très très bien expliqué, hein, des pouvoirs des banques centrales. Et les CBDC, donc les Central Bank Digital Currencies, c'est quoi? C'est en fait, j'avais écrit un livre là-dessus il y a 2 ans, 3 ans, c'est le fameux plan de Chicago qui avait été inventé par Fischer. Le seul livre qui a été écrit en français, c'est moi qui l'ai fait dans le monde, peut-être même en anglais. Donc, est un système où en fait les banques centrales permettent, nient le rôle des banques. Chacun pourra ouvrir, d'abord pour 3 000 €, peut-être un peu plus, un compte auprès de la Banque centrale, et la Banque centrale pourra directement prendre l'épargne pour financer les États. Donc c'est une renationalisation de la monnaie avec perte de vie privée, enfin plein d'effets collatéraux, et surtout baisse structurelle des taux d'intérêt, puisque si on peut ouvrir des comptes auprès de la Banque centrale, ce dépôt sera rémunéré comme un billet de banque, c'est-à-dire 0. On n'a jamais vu un billet de banque qui, quand on le secouait, donne des intérêts. Moi, je crois que les États vont gagner ce combat. Parce que je ne peux pas imaginer qu'un État se laisse déborder par des cryptos. Je ne peux pas imaginer ça. Il y aura des phénomènes périphériques, mais je pense qu'on va plutôt on évolue vers une société bien sûr d'économie de marché, mais combinée à un contrôle étatique qui est tel que les cryptos et autres fantaisies ne vont pas avoir une place naturelle d'expansion, me semble-t-il. Je peux me tromper. Hein. Je peux me tromper, mais c'est mon intuition. Et au niveau de la politique monétaire, le fait d'avoir un outil qui donne plus de... c'est illimité. C'est illimité. Qui donne des possibilités de no-casting, qui donne la possibilité de faire des choses comme le TNT Arrows de façon industrielle. Oui. Et ainsi de suite. Oui, mais c'est la négation du rôle des banques. Le flux monétaire dont je parlais tout à l'heure, qui est ce fameux multiplicateur de crédit, qui, comme tu disais très justement, avec 1 euro permet d'en faire plusieurs, qui se tarit maintenant, retomberait à 0. Hein. On serait avec les CBDC, on serait dans un système bancaire fractionnaire, avec des réserves à 100%, c'est-à-dire que les banques ne servent plus à rien. À chaque fois qu'on fait un dépôt auprès d'une banque, il doit le mettre auprès de la Banque centrale. Ça, c'est le plan de Chicago, des années 30. Donc, c'est pour ça que je me dis que quand je vois tout ce qui se passe, c'est très, très, très bien résumé maintenant d'ailleurs, tout ce qui se passe au niveau des banques centrales, je ne vois pas une zone naturelle d'expansion, d'épanouissement des cryptos. Et il y aura plein de manières de les nier. Ou bien des cryptos qui vont vivre en cercle fermé. Entre nous, on peut faire une monnaie, hein, et une monnaie Monopoly, on peut se mettre d'accord, mais moi, si l'un d'entre nous doit avoir une petite pompe à essence, chercher un sandwich, ça va être plus difficile avec le biais de Monopoly. Donc, on peut faire des monnaies dans des cercles fermés, mais à un moment, il faut rentrer dans l'atmosphère de l'euro. Hein. Ça, c'est autre chose. Dernier point, et puis je vais laisser la parole aux autres, je ne vais pas monopoliser le débat, mais par rapport à l'augmentation des taux d'intérêt, les banquiers centraux sont pas, je me demande s'ils ne sont pas dans une position assez inconfortable, dans le sens où, avec le quantitative easing, ils s'engagent à racheter une certaine quantité de papier. Il y a une maturité qui est liée à ça, et dans le business model même, si eux se refinancent au taux d'intérêt directeur, doivent acheter un papier et se voir que, voilà, avec les taux d'intérêt qu'il y a maintenant, c'est un business model qui tient la route.
Mais s'ils votent pour augmenter le taux d'intérêt, ils votent aussi pour mettre leur Banque centrale nationale en difficulté bien sûr, et donc cette situation de juge et parti pourrait expliquer aussi pourquoi la Banque centrale européenne crée un narratif pour justifier le maintien des taux. Bien sûr, oui, c'est ça, créer un narratif. Mais ça continue jusqu'à la maturité des... Je vous dis, une monnaie, c'est comme une divinité. Il faut y croire. Il faut un narratif. Il faut des évangiles, il faut tout. Enfin, il faut tout le Saint-Bataclan. Et donc, la Banque centrale, c'est elle qui décide quel sera le narratif de l'économie. Point. Il n'y a personne qui ne va jamais forcer la Banque centrale. Si la Banque centrale, même s'il y a une inflation de 6%, et la Banque centrale dit qu'elle est temporaire, elle sera temporaire. Ben voilà, parce que c'est son rôle. La Banque centrale manipule un symbole qui est un symbole de conviction, un élément de confiance. Donc la Banque centrale est détentrice de la valeur, de la divinité, c'est tout. Ça répond à la perspective sur les taux d'intérêt dans les années à venir. Ben, moi, je pense qu'on va vivre pendant très longtemps avec des taux d'intérêt réels négatifs. Ça, c'est clair. Je ne vois pas du tout les taux d'intérêt monter pour rémunérer le taux d'inflation, puisque, on le sait, à part les guerres et autres confiscations, l'inflation, c'est le moyen le plus commode pour diminuer les dettes d'État. Donc, nous perdons 3%, 4% de pouvoir d'achat avec nos dépôts bancaires chaque année. Après 10 ans, ça fait 40%. Et c'est comme ça. Et donc, ça pose un grave problème, une grave angoisse d'ailleurs chez les gens plus âgés qui ont connu l'inflation des années 70 et qui se disent, mais qu'est-ce que je fais avec mes économies? Je ne peux pas prendre de risques avec mon épargne. C'est bien quand on a 30 ans d'acheter des actions Amazon, et quand on a 70 ans, c'est plus compliqué. Et donc, on ne peut pas supporter la volatilité. Donc, la classe moyenne vieillissante, rentière, précautionneuse, va mal vivre cette période, c'est certain. Ouais. Quelques questions aussi sur l'écran. Est-ce que la BCE va exercer une pression sur les banques pour avancer le programme vert? Oui. C'est clair. Et les banques, c'est pas compliqué. Les banques deviennent des certificateurs de processus. C'est ça. Donc, j'ai un processus, je le certifie. Origine des fonds, fiscalité, maintenant transition climatique, avec des prêts hypothécaires qui vont coûter des montants différents selon la qualité du bâtiment, ou des charges en capital qui vont changer, qui se modifient. Oui, c'est clair. Oui. Beaucoup de grosses entreprises deviennent des certificateurs de processus. Hein. Ça, il faut comprendre. Alors, la deuxième question, c'est est-ce que la Banque centrale a les moyens d'arrêter l'inflation si elle monte? Toujours, oui. Par une augmentation des taux, mais la Banque centrale ne va pas le faire, puisque sinon, c'est les États ses propres États qu'elle va toucher. Et donc, si elle ne le fait pas, l'inflation peut continuer de monter. Oui, modiquement, pas trop. On espère que tout ça se fasse de manière ordonnée. Mais personne n'a intérêt à l'inflation hors de contrôle. Hein. Donc, si à un moment elle est hors de contrôle, elle va augmenter les taux, c'est clair. Mais on n'est pas dans cette situation. Donc, je pense pas. Ici, il y a Alexandre de Groot qui dit l'inflation est temporaire, les salaires vont devoir suivre, ben, j'en ai parlé. Hein. Oui, les salaires vont devoir suivre, mais sans doute avec retard et modiquement. Donc, finalement, qui va payer cette crise? L'épargnant et le travailleur de la classe moyenne. L'épargnant, parce qu'il ne peut pas prendre de risques, et donc son épargne va s'éroder sur ses comptes bancaires avec de l'inflation. Et le travailleur, parce que tant de manière nominale que de manière réelle, les salaires ne vont pas s'adapter. Donc, en fait, on est l'homme, la personne qui n'est pas capable de prendre des risques, de surfer sur cette vague d'inflation par des placements plus risqués, est en fait est embarrassé. C'est certain, ça, c'est sûr. Ouais. Voilà. Très bien. Non, pas plus de questions. Bon. Parfait, je crois que voilà, merci en tout cas. Merci en tout cas de votre écoute, c'était un plaisir. Un grand merci. Voilà, merci. Ouais. Merci à tous.